Voilà, bonjour à vous tous qui me suivez. Euh, alors, je continue ma lecture de Jacques Derrida. C'est pas la seule lecture dans laquelle je suis plongée. Je lis aussi Le complexe des trois singes d'Étienne Bimbenet. Il y a un texte vraiment très très intéressant dont je vous parlerai peut-être après. Et je continue l'énorme somme d'Élisabeth de Fontenay, Le silence des bêtes, passionnant sur le plan historique, avec des textes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc, et ça c'est intéressant de ne pas ressasser toujours les mêmes textes hyper connus, même s'il faut aussi connaître cela. Alors souvenez-vous, la dernière fois, en fait, je m'interrogeais sur la question des mots, de l'étymologie, et l'invention de Derrida, c'est de dire, de parler de l'animaux. Il n'y a pas d'animal, dit-il, il n'y a pas des animaux, il y a l'animaux, M-O-T. Euh, cette question des mots, du renversement aussi problématique de l'étymologie, ça c'est une piste, une enquête qu'il va falloir poursuivre, hein. Cette question des mots l'amène à- au pouvoir même de nommer, hein, puisque finalement il n'y a des mots que parce que il y a un être de langage et que cet être de langage a le pouvoir de mettre des mots sur les choses, sur les événements, sur les êtres. Et du coup, il se plonge dans la Bible et dans le mythe de la Genèse. Et là, il y a un long passage euh, où il interprète le mythe de la Genèse, et plus exactement, d'ailleurs, ce qui l'intéresse, ce sont les deux récits. Le fait qu'il n'y ait pas un seul récit de la Genèse, mais qu'il y en ait deux. Et c'est surtout le deuxième récit, en fait, qui va l'intéresser. Alors, reprenons très rapidement. Dans un premier temps, dans le premier récit, qui est d'ailleurs souvent celui qu'on retient, Dieu crée l'homme, mais l'homme, si vous voulez, au sens générique, c'est-à-dire l'être humain, qui n'est pas masculin ou féminin, qui est les deux à la fois, et il lui donne l'ordre d'assujettir les animaux. Alors, il lui donne l'ordre d'assujettir les animaux, mais il ne lui donne pas l'ordre de nommer les animaux. Cet ordre, il va le lui donner dans le second récit, où là, il n'est plus question de l'homme générique, mais il est question de Ish, c'est-à-dire Adam, c'est-à-dire le masculin, qui va devoir, avant même la création du féminin, de Isha, qui va devoir là nommer en fait les animaux. Alors, Derrida se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce pouvoir que Dieu donne à l'homme dans le second récit de la Genèse. C'est aussi un pouvoir d'assujettir, mais c'est peut-être un pouvoir bien plus puissant d'assujettissement. Et à partir de là, il rentre en fait dans l'interprétation de ce second récit, et il essaye de comprendre l'intention de Dieu dans cet ordre donné à l'homme de nommer les animaux. Alors d'abord, il y a, dit Derrida, le fait que Dieu crée l'homme à son image,
et à sa ressemblance, et comme lui, Dieu, est le maître de l'univers, eh bien l'homme devra être lui aussi le maître de la nature, et en particulier le maître des animaux. Mais il lui donne aussi, d'ailleurs Derrida va montrer qu'il y a un croisement entre le mythe de la Genèse, le mythe donc hébraïque de la Genèse, et le mythe grec de Prométhée, on y reviendra. Il lui donne donc ce pouvoir d'assujettissement, suppose aussi de lui donner le pouvoir du verbe, hein, puisque Dieu a créé par le verbe. Donc s'il faut faire l'homme à son image, eh ben, il faut que l'homme lui aussi crée par le verbe. Et c'est pour ça qu'il va nommer en fait les animaux, c'est-à-dire définir qui est qui, et au fond établir l'identité de chaque animal. Par là, dit Jacques Derrida, par là finalement l'homme institue le temps. Et c'est important de le dire, d'abord parce que la question du temps traverse complètement ce livre et cette série de conférences. C'est important aussi parce que créant le temps, inaugurant finalement son propre règne spatio-temporel, l'homme en quelque sorte échappe à Dieu. Et d'ailleurs, Derrida note que dans le texte, il est dit que Dieu fait venir le glébeux. Alors le glébeux, c'est l'homme fait de glaise, devant lui, pour voir comment il va crier les noms des animaux. Et Derrida, qui travaille beaucoup lui-même sur les mots, interroge ce pourvoir. Et il a cette phrase, finalement, ce pourvoir marque à la fois l'infinité du droit de regard d'un Dieu tout-puissant et la finitude d'un Dieu, autrement dit de ce même Dieu, qui ne sait pas ce qui va lui arriver avec le langage, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que l'homme va faire finalement, et le pouvoir qui va être celui de l'homme grâce au langage. Alors, à partir de là, si vous voulez, ce que note Derrida, c'est que en nommant l'animal, l'homme prive l'animal, au fond, de sa propre identité. Et ça ouvre deux pistes. La première, c'est que d'abord, Jacques Derrida note que ça permet peut-être de mieux comprendre toute la tradition qui va avec Martin Heidegger, puis avec Walter Benjamin, qui va finalement voir dans l'animalité une espèce de figuration de l'extrême tristesse, de la mélancolie, voilà, d'un côté, et de l'autre, et c'est particulièrement ce qui va intéresser Derrida, c'est, eh bien, est-ce que l'animal ne serait pas capable, si on ne lui avait pas ôté ce pouvoir, est-ce qu'il ne serait pas capable de fixer, en fait, sa propre identité? Ce qui est sûr, et on en arrive bon, à la fin de ce petit moment. Ce qui est sûr pour Derrida, c'est que il y a donc eu, si on s'appuie sur ces deux récits de la Genèse, on est obligé de reconnaître qu'il y a eu un temps où les animaux existaient et où l'homme n'existait pas. Il y a eu un monde qui était rempli d'animaux et absent de l'homme. Et par conséquent, d'abord, ce qui intéresse Derrida, c'est d'essayer de remonter à cet immémorial de l'animalité, c'est-à-dire d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce que ces animaux d'avant
l'homme, qu'est-ce que l'animal d'avant le pouvoir de nomination de l'homme. Ça, c'est la première chose, et j'ai oublié la deuxième que je voulais dire. Alors, oui, c'est ça, c'est-à-dire que au final, si on se place du point de vue de l'homme, l'animal apparaît toujours comme l'étrange, l'absolument autre, pour reprendre la manière de parler de Lévinas. Mais si on se place du point de vue de l'animal, c'est l'homme qui est arrivé comme un étranger sur cette terre. Et c'est l'homme qui a été perçu par l'animal comme un absolument autre. Et voilà, ce qui, si vous voulez, est intéressant dans cette lecture, c'est ce décentrement, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est l'animal en se décentrant complètement, c'est-à-dire en dépassant à la fois l'anthropomorphisme et l'anthropocentrisme, même si on pourra se poser la question de savoir si c'est de fait possible. Voilà. Donc écoutez, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous plaît, vous mettez un petit like, merci. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire vos commentaires, à poser vos questions, puisque je peux aussi intervenir sur la base de petites questions. Voilà, à bientôt, au revoir.